comme nous sommes enfermés chez nous, je me suis dit qu'on pouvait voyager un petit peu en dehors de chez nous et donc en dehors de nos frontières aussi. C'est pour ça que je vous propose d'aller visiter le musée du Prado. Alors, pas la totalité du musée du Prado parce qu'il m'en faudrait beaucoup de temps pour le faire. En l'occurrence, lorsque moi j'y suis allée en 2 fois et j'ai passé 4 heures à chaque fois. Donc, j'ai passé 8 heures dans le musée du Prado pour voir toutes les œuvres qui s'y trouvaient. C'est un musée qui présente des collections de peintures et de sculptures qui vont du XIVe siècle à la fin du XIXe siècle et qui ont été collectionnées essentiellement par les rois d'Espagne. Donc d'abord la dynastie de Habsbourg et ensuite les Bourbons. Le bâtiment dans lequel il se trouve, que vous voyez ici, alors ça c'est la façade principale hein, sur l'avenue où se trouvent les musées. C'est un bâtiment qui avait été conçu à partir de 1785 pour recevoir un cabinet de curiosités et qui a les travaux ont dû s'interrompre car il y a eu la guerre hein, avec les incursions napoléoniennes et finalement il n'a été ouvert ce bâtiment qu'en 1819 en changeant de destination puisque ce n'est plus au moment de son ouverture un cabinet de curiosité, mais il s'agit bien sûr du musée donc du Prado. Par ailleurs, je voulais vous préciser que dans cette présentation, je vais d'abord vous présenter quelques-uns des artistes espagnols les plus connus présentés dans ce musée. Et puis ensuite, eh bien, on parlera de quelques artistes étrangers. Alors vraiment, j'ai fait une sélection vraiment drastique pour limiter au maximum le nombre d'œuvres, simplement parce que le format que j'ai choisi ne s'y prête pas. Voici le premier de ces artistes. Alors, quand je dis espagnol, c'est pas tout à fait un espagnol, hein, puisqu'il s'agit du Greco. Vous le voyez ici, je vous ai mis son nom complet, hein, Domenikos Theotokopoulos. C'est un artiste qui est né en Crète et qui est donc à l'époque grec. Or, il va voyager dans l'Ouest européen et il s'installe d'abord en Italie, à Venise principalement, où il n'arrive pas à percer. Et il va voyager en Espagne et c'est à Tolède qu'il fait l'essentiel de sa carrière. Alors ça, c'est très important parce que Tolède, c'est l'ancienne capitale espagnole. On la considère encore comme la capitale culturelle, mais ce n'est pas la ville principale, ce n'est pas la cité dans laquelle tout se fait. Donc ça, c'est un élément qui est primordial à retenir, c'est que Greco ne travaille pas pour le roi d'Espagne, il travaille pour des congrégations religieuses tolédanes. Ça n'amoindrit pas son travail, hein, mais ça montre qu'il n'a pas réussi à se faire une place véritable à la cour. Son nom d'ailleurs est assez étonnant parce que en fait, El Greco, donc son surnom, ça mélange de l'italien et de l'espagnol. Puisque El, c'est espagnol, mais Greco, c'est la forme italienne de grec. En espagnol, on devrait dire griego. Quoi qu'il en soit. Alors, j'entends juste un enfant. Si on pouvait juste couper les micros, ce serait formidable, car je ne peux plus le faire une fois que j'ai partagé mon écran. Parfait, merci beaucoup. Donc ici, on commence avec l'un de ces portraits. Je n'ai choisi que 2 œuvres de Greco. Sachez qu'il y en a énormément, hein, des œuvres de Greco. Il y en a 42. J'ai pris un portrait et une œuvre religieuse. Ici, c'est peut-être le portrait le plus célèbre pour les portraits espagnols que Greco a produits. C'est un homme qui est... on n'a pas réussi à déterminer de qui il s'agit. Il y a des hypothèses, mais enfin, rien de bien concluant. Certains ont même pensé récemment à Cervantes. Quoi qu'il en soit, ce qui est important pour nous, c'est de voir que Greco cherche vraiment à représenter le physique et l'âme de la personne. Hein. C'est un portrait qui se veut psychologique en plus d'être physique. Il s'agit de montrer le statut du personnage que l'on voit à travers ce vêtement, la très grosse fraise hein, collée très haut. Vous le voyez juste entourant les oreilles et le menton, excusez-moi, qui sort de
cette veste très sombre qui est rehaussée, vous le voyez, par le collier d'or que vous voyez ici, qui est sans doute un collier de chevalier. Et vous voyez le pommeau et la poignée de l'épée qui est elle aussi dorée. Donc on montre qu'on a affaire à un homme d'un statut très élevé qui correspond à la sobriété vestimentaire que l'on attend d'un gentilhomme en Espagne au XVIe siècle. Notez la très belle position de la main ici qui indique un partage en fait intime. Il y a une connexion qui se fait avec cette main et le regard du personnage entre le portraituré et le regardant. Je vous précise aussi que l'arrière-plan est gris, c'est souvent quelque chose que Greco a mis en œuvre, et vous voyez qu'il y a toujours cette petite bordure autour du corps, plus claire, qui donne comme un espèce de halo au personnage et qui le fait un peu ressortir à la manière d'une statue. Autre œuvre de Greco présentée au Prado, cette Pentecôte qui fait partie d'un retable qui a été commandé au Greco pour le collège de Doña María de Aragon au séminaire des Augustins à Tolède. C'est un ensemble vaste puisqu'elle n'a pas réalisé qu'une seule, il n'a pas, excusez-moi, réalisé que cette œuvre. Non, il y avait des panneaux de part et d'autre sur les côtés, au-dessus. C'est un véritable complexe qu'il a mis en œuvre et d'ailleurs la majorité de ses œuvres se trouvent au Prado. C'est tout à fait extraordinaire. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle montre bien le choix des couleurs acidulées du Greco, de sa manière. Elle montre aussi comment, chez lui, la perspective est assez tronquée en réalité. Vous le voyez, il la met en œuvre avec l'escalier qui est en bas du tableau. On a cette idée de profondeur qui est développée, mais la manière dont il dispose les saintes femmes et les apôtres bloque la perspective. Donc, on n'a pas cette perspective possible. Il bloque en fait tout échappatoire. On est devant une œuvre qui est composée en 3 registres. Vous le voyez, le Saint-Esprit sous forme de colombe au niveau supérieur. Les petites flamèches qui sont déposées par l'Esprit Saint justement sur la tête des apôtres et des saintes femmes, puisque la Pentecôte, qui survient 50 jours après la mort du Christ, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les témoins de la scène, en l'occurrence. 3 saintes femmes avec la Vierge au centre, une femme ici, une femme là, et puis les apôtres qui sont répartis ici, vous le voyez de drôle de manière, parce que le format de l'œuvre sur laquelle il travaille est très très étroit, et c'est pour cette raison qu'il a allongé les corps des personnages et placé quelques apôtres ici de dos. On dit souvent que Greco est extrêmement moderne. En fait, oui, il est moderne parce qu'il est moderne à son époque, en fait, il est dans son époque. Mais il est un héritier assez évident de Tintoret. Il y a vraiment beaucoup de Tintoret là-dedans. Quant à l'allongement des corps que vous voyez là, c'est très proche de ce qu'on peut trouver chez le Parmesan en Italie, à peu près à la même période. Je ne suis pas en train de dire que Greco n'est pas original, je dis simplement qu'il est peut-être moins original que ce que les artistes des 19e et 20e siècle ont voulu y voir, surtout du 20e siècle. Il est en fait plutôt assez dans son époque. Il n'est pas particulièrement halluciné, il n'est pas particulièrement, rigoriste dans sa pratique religieuse. Il correspond à ce qu'on attend d'un artiste de cette période. Il est même légèrement en retard parce qu'en fait, sa manière à lui est encore en 1600 assez imprégnée de la Renaissance, alors qu'on est déjà passé à la contre-réforme par ailleurs. Cependant, il est formidable. Si vous avez eu l'occasion ou si vous avez l'occasion à un moment d'aller au Prado et de voir cette salle d'Adrier ou Greco, c'est hallucinant, véritablement. Avançons et changeons d'artiste avec un autre espagnol, peut-être un peu moins connu, mais enfin qui vaut le détour, José de Ribera. Alors pardon, je ne prononce pas du tout à l'espagnol, qui est un artiste qui est lui espagnol de naissance, mais qui a fait sa carrière en Italie, à Naples. Le royaume de Naples dépend de l'Espagne. Au XVIIe siècle, ce sont les Bourbons de Naples, donc ils sont apparentés en fait. Pardon, ce ne sont pas les Bourbons de Naples, ce sont les Espagnols de Naples en fait. Et donc il fait sa carrière en territoire espagnol, mais en Italie. Il est extrêmement connu pour ses représentations de saints
Il a représenté essentiellement cela d'ailleurs. Et ici, vous voyez un très beau portrait, presque portrait, vous voyez, je commets l'erreur, ce n'en est pas un, et pour cause, mais une représentation de Saint Jérôme en train d'écrire. Alors, Jérôme, c'est aussi l'ermite pénitent qui est confronté aux tentations, aux lions, etc. Mais Jérôme est aussi un homme que le pape avait estimé énormément et lui a demandé de rédiger ce qu'on appelle la Vulgate, c'est-à-dire la traduction latine de la Bible. C'est la base de la Bible actuelle. Ici, vous voyez qu'on a affaire à une manière qui est totalement différente de celle de Gréco. Vous voyez qu'en 15 ans d'écart, il y a un bond qui s'est fait. En vérité, c'est simplement que Gréco, lui, ne s'est jamais fait à la manière de Caravage. Car ce que vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle le ténébrisme. On peut aussi parler de luminisme, parce qu'en fait, soit on voit le verre à moitié plein, soit on le voit à moitié vide. Donc, soit on voit d'abord l'obscurité, soit on voit d'abord la lumière. Pour ma part, mais encore une fois, ça n'engage que moi, moi je vois surtout le rayon de lumière extraordinaire sur le dos et la musculature de Jérôme, et surtout cet éclairage de la moitié gauche de son visage. Vous remarquerez par ailleurs que sa barbe est hirsute, qu'il n'est pas peigné. Enfin, il y a vraiment chez Ribera cet héritage de Caravage, qui le premier a décidé de représenter les saints, les apôtres, le Christ, la Vierge, en utilisant des modèles de son époque, en partant du principe que ces hommes et ces femmes étaient pauvres, vivaient au 1er siècle, se déplaçaient à pieds nus et que donc leurs pieds n'étaient pas propres. Donc il y a cette idée-là, on va vraiment le retrouver ici avec Ribera. C'est le cas pour ce Saint Jérôme écrivant, c'est aussi le cas pour ce Saint André qui a une quinzaine d'années de moins, où là on voit bien vraiment l'apport de l'éclairage artificiel qui est caractéristique de ce qu'on appelle le caravagisme, c'est-à-dire les suiveurs de Caravage. Vous voyez qu'on a un très fort contraste entre l'ombre et la lumière qui fait que la figure émerge véritablement d'un fond extrêmement sombre. Cependant, ceci fait partie de ce qu'on appelle un apostolaire, c'est-à-dire en fait un ensemble de représentations de tous les apôtres qui avaient été commandés à Ribera. Et ici, vous voyez Saint André qui est reconnaissable à sa croix. Vous voyez la croix de Saint André ici, l'objet de son martyre, tout simplement. Et Ribera caractérise un petit peu plus Saint André en mettant ici, à sa droite, vous le voyez dans sa main, un poisson, parce qu'il rappelle que la première profession d'André était d'être pêcheur. Donc, il s'agit vraiment de donner en très grande économie de moyens, j'entends par là qu'il y a très peu de décors et très peu d'accessoires, les clés pour comprendre de quel apôtre on parle. Encore une fois, vous le voyez, le visage vériste, proche du visage d'un vieil homme, et puis la barbe pas particulièrement soignée, telle qu'elle était sans doute à l'époque. Avançons encore vers un autre artiste espagnol, peut-être le plus célèbre de tous les tableaux du musée du Prado, avec les Ménines de Velázquez. Alors Velázquez, c'est un peintre du roi, c'est le premier peintre du roi. Il est le peintre de Philippe IV et ils ont tous les deux une relation très proche. Peut-être pas amicale, mais en tous les cas, une relation très proche. Et Velázquez produit ici un tableau qui est très imposant, il est très grand, ce sont des grandes dimensions, et qui est resté, qui est entré dans l'histoire comme l'un des tableaux portraits de groupe les plus importants de l'histoire de l'art, parce qu'en fait, il y a plusieurs mises en abîme. Alors, en fait, ce que vous voyez, le titre d'abord provient de ces deux personnages. Vous voyez la demoiselle qui est agenouillée devant l'enfant, et l'autre derrière qui est en train de faire la révérence. Les Ménines, ça veut dire que ce sont les dames de compagnie de la petite princesse que vous voyez là, qui est Marguerite Thérèse d'Espagne, qui est la fille de Philippe IV et de sa seconde épouse. Or, si vous regardez bien, ce qui est étonnant dans la construction de ce tableau, c'est d'abord que c'est le premier tableau où on a 9 personnages qui sont portraiturés. C'est la première fois qu'on a autant d'espace attribué au décor, parce que vous voyez qu'il nous fait un portrait du plafond aussi, qui nous montre la taille de cette pièce dans l'Alcazar.
Mais il nous montre aussi Velázquez lui-même, ici, en train de peindre. Donc en fait, c'est un autoportrait dans lequel il met plein d'autres portraits. Alors lesquels? Regardez, il est là en train de peindre, ou plutôt il a interrompu son geste pour se regarder, pour pouvoir se portraiturer, mais en réalité, il nous montre qu'il est en train de réaliser un tableau. Vous voyez ici sur son châssis. Ce qui veut dire qu'il est en fait en train de regarder ces modèles qui se trouvent plastiquement à l'endroit où nous sommes, puisqu'ils nous regardent nous. Et où sont-ils, ces personnages portraiturés? Ils sont là, à l'arrière-plan, dans le petit miroir que vous voyez là. Et ce que vous voyez, c'est donc Philippe IV et son épouse, les parents de la petite infante. Donc en réalité, il est en train de mettre en scène l'exécution d'un portrait du couple royal et tout le monde qui les regarde, qui sans doute essaie de les divertir un petit peu pour leur permettre de supporter la pause. Pour l'anecdote, Philippe IV détestait être portraituré dans son âge mûr. C'est donc une faveur qu'il a accordée à Velázquez. Donc, l'infante est au centre. Les Ménines la divertissent pendant qu'elle-même est venue voir ses parents qui posent pour Velázquez. On voit que le chien est venu avec toute la troupe, que l'on a ceux qui animent la cour à l'époque, une naine et un petit garçon qui est lui-même nain et qui est italien. À l'arrière, on a je cherche le mot, excusez-moi, la chaperonne de l'infante, et puis on a sans doute son précepteur. Le personnage que vous voyez là est un artiste qui s'appelle Nieto et qui est saisi dans un mouvement tout à fait naturel. Vous voyez, il a le pied droit plié parce qu'il est en train de monter les marches. Donc ce tableau, c'est en gros la Joconde du Prado. Il y a une foule pas possible devant l'œuvre, qui est très grande, ceci étant. Mais vous avez vraiment une mise en abîme, une réflexion de la part de Velázquez entre le réel, l'imaginaire. Finalement, c'est de sa manière à lui de dire que l'art, la peinture, ne sont jamais qu'une mise en scène de la réalité et donc sont une illusion. Ça renvoie à beaucoup d'éléments de la culture espagnole de l'époque. Je vous renvoie à Calderón avec La vie est un songe, etc., etc. Je ne vous en montre pas plus de Velázquez, non pas parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais parce que celui-ci occupe beaucoup. Il y a quand même 63 œuvres de Velázquez dans les collections, ce qui est tout à fait normal. Il était le premier peintre du roi et donc nécessairement il a produit énormément de portraits de cour. Je voulais juste vous préciser quand même que Velázquez a été aussi en charge de la décoration du palais de l'Alcazar et il a été ce qu'on appellerait un curateur. Donc c'est lui qui en fait fait œuvre quasiment de ministre de la Culture ou ministre des Arts pour le roi. Il a une très grande latitude et donc c'est lui qui va conseiller le roi en matière d'achat, en matière de décoration, etc. Donc il est primordial de ce point de vue-là. Enfin, pour les artistes espagnols, celui qui est le mieux représenté dans le musée du Prado, il s'agit de Goya, qui a été lui aussi premier peintre du roi. Il y a la bagatelle de 936 œuvres de Goya dans le Prado. Alors, je vous épargne évidemment les 936 et je vous en montre quelques-unes, dont celle-ci qui est fort célèbre et qui est le premier nu non mythologique avec des poils au niveau du pubis. Ça n'a l'air de rien, mais c'est tout, puisque quand on représente un nu mythologique, les femmes nues peuvent être nues, ce sont des déesses, elles ne sont pas de ce monde, elles ne sont pas conscientes d'être nues. Elle, en revanche, elle en est fort consciente, vous le voyez, elle vous regarde, elle vous sourit, elle a l'air même très satisfaite d'être dans cette position. Cette œuvre vient de la collection de Manuel Godoy, qui était le premier ministre, on va dire, du roi Charles IV. Or, on ne sait pas de qui il s'agit. Parce que pendant longtemps, à partir du 19e siècle, à la suite d'un auteur, un historien de l'art, on a considéré qu'il s'agissait de la duchesse d'Albe, qui était une très bonne amie, une amie très intime de Goya, dont on a même pensé qu'ils avaient une liaison en fait l'un et l'autre. Et donc on pensait que c'était peut-être la duchesse d'Albe. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes dans le visage. Or, actuellement, comme on pense qu'en vérité, Godoy n'a pas récupéré cette œuvre
de la collection de la duchesse d'Albe, mais qu'elle a été commandée par lui directement à Goya. On pense qu'il s'agissait probablement de sa maîtresse et que Goya aurait légèrement modifié les traits du visage de cette femme pour correspondre à la duchesse d'Albe aussi. Quoi qu'il en soit, ce nu n'était pas présenté ainsi, il y avait un effet de surprise, mais je vous l'ai présenté dans le sens, dans l'ordre de production, puisque celui-ci est antérieur au suivant, qui est la Marat habillée, que vous voyez là. Donc il y avait en fait, elles font exactement la même dimension, et il y avait un dispositif qui permettait de placer l'une sur l'autre. Ce qui veut dire que le commun des mortels voyait la Marat habillée et que les autres avaient la chance de voir la Marat nue. Ou peut-être il n'y avait-il que Godoy qui profitait de la Marat nue. Marat, ça veut dire la belle femme, hein, tout simplement. Cependant, regardez bien. Elle est nue, elle est fière d'elle, elle va bien, tout va bien. Mais là, le geste de Goya, la touche de Goya est très novatrice, c'est très proche de Manet. D'ailleurs, Manet s'est servi de la pose de la Marat pour Olympia. Mais regardez, la seule touche de couleur vraiment vive, c'est ce boléro qui enferme les manches comme ceci. Mais regardez comme la ceinture serre la taille, comment le vêtement blanc est totalement resserré au niveau de la poitrine et au niveau du bassin et du pubis. En fait, il y a presque plus de sensualité dans la Marat habillée que dans la Marat nue. Elle est presque plus déshabillée en étant habillée, c'est assez impressionnant. Et son regard devient presque plus incandescent que dans le précédent. Alors, ces deux œuvres sont présentées l'une à côté de l'autre. C'est avec les Ménines, l'endroit où il y a le plus de touristes, où il y a le plus de groupes qui s'agglutinent. Mais enfin, ça vaut le coup. Et elles sont présentées alors l'une à côté de l'autre. On voit qu'il n'y a pas la même facture dans l'une et dans l'autre. Il y a beaucoup plus de liberté du geste dans la Marat habillée que dans la Marat nue. Toujours en restant avec Goya, un portrait royal de famille, qui est une commande de la reine ici, qui est Louisa Maria, ou Maria Luisa, qui a commandé en fait ce portrait collectif, mais ils n'ont pas posé tous ensemble. Donc ce sont des portraits isolés qui ont été faits par Goya, et ensuite en atelier, il a réalisé l'ensemble. L'idée ici, c'est de montrer qu'il y a une légitimité dynastique, qu'il y a une succession qui va pouvoir avoir lieu, il n'y a pas de problème. Donc le roi, c'est lui, c'est Charles IV, que vous voyez ici, qui est un Bourbon, je vous le rappelle, c'est le cousin de Louis XVI. Vous voyez son épouse, Marie-Louise, on va franciser son nom, qui entoure sa fille, vous le voyez, d'un geste très tendre, et tient la main de son dernier né, qui est pour l'autre main tenue par le père. Je vous passe les détails de tous les personnages, mais je vous précise que celui-ci, qui a l'air fort sympathique, qui est le prince des Asturies, c'est donc l'équivalent du dauphin, c'est l'héritier du trône. Vous le voyez, est saisi juste à côté d'une femme dont on ne voit pas le visage, parce qu'en fait, on ne lui avait pas encore choisi d'épouse, mais il fallait montrer qu'il serait marié et que donc il pourrait succéder à son père, il aurait des enfants, etc. etc. Bon, au passage, ce gentil prince des Asturies, qui là est encore assez jeune, va tout simplement faire un coup d'État 8 ans plus tard contre son père, pour prendre le trône, à la place du frère de Napoléon. Donc vous avez là vraiment toute la famille. Alors il faut noter que Goya se représente ici, vous voyez en train de peindre lui-même le portrait qu'il vient de réaliser, et c'est une citation de Velázquez que vous voyez là, puisqu'on retrouve évidemment ce grand châssis, cette toile sur châssis sur laquelle il est occupé à travailler. Je vous précise enfin que Goya a un petit peu flatté ses modèles, parce que quand vous voyez d'autres portraits de Marie-Louise et de Charles IV, il a voulu gagner sa pitance en étant particulièrement aimable avec eux, parce que franchement, il ne respirait pas l'intelligence. Juste pour l'anecdote, ce monsieur, en fait, croyait qu'il était une grenouille et il fallait l'arroser tous les jours. Donc, voilà. Il y avait un petit peu de difficulté à force de mélange consanguin dans la famille de Bourbon et de Habsbourg. Avançons avec le dernier Goya dont je vous parlerai ce matin, le 13 des Maillots. C'est le 3 mai 1808. C'est au moment où Napoléon
veut installer son frère Joseph comme roi d'Espagne. Il y a une révolte le 2 mai, donc une insurrection populaire le 2 mai, qui se solde par la défaite de la population madrilène et le massacre le 3 mai par fusillade d'un très grand nombre de ces insurgés. Et Goya, ici, montre simplement l'absurdité de la guerre, de la violence. Et c'est l'un des premiers tableaux de ce type. Et le 13 de Mayo est devenu ensuite, évidemment, un modèle du genre, puisqu'on a utilisé exactement la même composition pour au moins 2 autres scènes de ce type dans l'histoire de l'art, notamment avec l'exécution de Maximilien au Mexique. Quoi qu'il en soit, vous remarquerez le geste christique du personnage au centre que l'on va exécuter ici. Donc, il y a peut-être aussi un jugement de valeur porté par Goya contre les congrégations religieuses qui, en fait, avaient pris le parti de Napoléon. Donc, on peut voir un peu de cela aussi. On va maintenant quitter les artistes espagnols et aller dans le nord de l'Europe parce que la monarchie espagnole est en lien avec les Pays-Bas, puisque vous savez, pendant longtemps on parle des Pays-Bas espagnols. C'est Marie de Habsbourg, qui est la sœur de Charles Quint, qui est, je le rappelle, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne, qui est gouvernante des Pays-Bas au moment où Rogier van der Weyden produit cette descente de croix qui est considérée comme absolument novatrice, et elle l'est. Pour le coup, elle a été commandée par une congrégation d'arbalétriers. C'est pour cette raison que vous voyez des arbalètes dans les angles ici. En fait, la forme en général, c'est celle d'une arbalète. Le corps du Christ, d'ailleurs, est aussi généralement considéré comme étant proche de celle d'une arbalète. Mais ce que vous voyez, c'est le moment où Joseph d'Arimathie et Nicodème descendent le corps du Christ, mort sur la croix. C'est une scène qui est généralement représentée avec les saintes femmes. D'ailleurs, vous reconnaissez ici Madeleine, puisqu'il y a le pot à onguent juste à côté. Et vous voyez ici la Vierge. Or, ce qui est absolument novateur dans cette œuvre, ce retable de Weyden, ce n'est pas le côté vériste, réaliste de la scène, même si ces personnages ont des visages tout à fait cohérents. Vous remarquerez d'ailleurs que Nicodème et Joseph d'Arimathie, alors on ne sait pas exactement qui est qui, de même que l'assistant qui est encore sur l'échelle pour descendre le corps du Christ, ont des visages qui sont vraiment très réalistes. Alors que celui de Jésus et de la Vierge, de Madeleine aussi, sont encore idéalisés. Parce que là, on est dans un autre domaine, on est dans le domaine divin, en quelque sorte. Non, ce qui est tout à fait novateur dans cette œuvre, c'est, regardez bien, le corps du Christ est exactement dans la même position que celui de sa mère. Ou plutôt celui de sa mère est dans la même position que celui du Christ. Et ça, c'est une nouveauté. Et ça vient de certaines réflexions théologiques, puisque un homme qui s'appelait Thomas à Kempis, dans l'imitation de Jésus, appelle à ressentir les souffrances du Christ à travers sa foi. Et il précise que Marie, la Vierge, au moment de la mort de son fils, est sur le point de mourir. Elle est à la limite de la mort elle-même, ce qui ajoute à la mission rédemptrice du Christ. Donc ici, il nous montre que Marie, la première des femmes, est en fait elle-même touchée quasiment par la mort en même temps que son fils. Elle renaît, évidemment, mais là, vous avez vraiment une stylistique qui est impressionnante. Alors, je ne vous ai pas mis les dimensions, mais c'est un retable qui est colossal, vraiment. Et pour le coup, il est vraiment saisissant, vraiment. Avançons maintenant, toujours chez les Nordiques, avec peut-être l'œuvre la plus célèbre de l'école nordique, le Jardin des délices, qui s'appelle en fait le triptyque du Jardin des délices terrestres, qui a été réalisé par Jérôme Bosch, vraisemblablement avant 1500. On ne sait pas exactement avec certitude qui est le commanditaire. Ce que l'on sait, c'est que des 3 commanditaires proposés, aucun n'est un religieux. Donc, n'y voyez pas un retable religieux. La forme est celle d'un retable, un triptyque, mais ce n'est pas une œuvre religieuse.
c'est important de s'en souvenir parce que le message, du coup, ne peut pas être compris de la même manière. Je vous précise juste les dimensions parce que c'est quand même assez impressionnant. Il fait 2,20 mètres de hauteur pour 3,86 mètres de largeur lorsqu'il est ouvert. Donc, on est vraiment absorbé dans l'œuvre. Comme ça, en le regardant, c'est difficile de comprendre de quoi il s'agit. On va le regarder du coup un peu en détail. D'abord, voilà les panneaux fermés. Ce que vous voyez ici, c'est la création du monde que Bosch représente dans un camailleux de gris, ce qu'on appelle donc une grisaille. Et vous voyez que dans cette espèce de sphère qui représente l'éther, l'air, etc., il y a ce disque très plat qui représente la Terre. Et comme on représente la création du monde, eh bien, en haut à gauche, vous voyez une petite figure comme ça, qui vole. Eh bien, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui est en train de créer le monde. D'ailleurs, l'inscription qui est en néerlandais, donc je ne vais même pas essayer de vous le lire, précise « il voulut et ce fut, il créa et cela exista ». C'est je paraphrase, hein. Vraiment, c'est la création du monde par Dieu. Ensuite, lorsque l'on ouvre, nous avons 3 panneaux. Le panneau de gauche représente le paradis et la présentation d'Ève. Donc, vous voyez que dans le paradis, tout cela est verdoyant. On retrouve plein de sortes d'animaux de la création. Tout va bien. On trouve ici un drôle d'arbre que certains botanistes se sont amusés à décrire comme étant un arbre provenant des Canaries, qui, pour Bosch, représente tout simplement l'arbre de vie. Vous voyez ici, sous les traits de Jésus, Dieu lui-même, qui tient Ève, qui est agenouillée à côté de lui. Alors, vous voyez que, bon, elle n'est pas tout à fait les genoux au sol, mais enfin, on voit que le geste est là. Il la présente avec un geste bénissant qui est difficilement visible ici, mais la main droite bénie. Il la présente et il l'approche d'Adam. Ce panneau, comme le central, sont constitués de 3 niveaux. Donc, le jardin d'Éden ici, constitué ici aussi, mais d'un lac, avec un arbre de la connaissance qui est là, autour duquel s'enroule le serpent. Et puis, à l'arrière-plan, les montagnes. Donc, on a en fait un étagement des plans qui correspond à la profondeur que Jérôme Bosch a mise en œuvre ici. C'est aussi le cas dans le panneau central qui représente l'humanité avant le déluge, dans lequel on voit 3 niveaux aussi. Alors, on le coupe ici. 2e niveau avec le bassin dans lequel on baigne. 3e niveau avec les 5 sources, ou les 4 sources, excusez-moi, qui sont issues de ces drôles de montagnes colorées. Mais enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est ce qui se passe avant le déluge. Alors, pour l'anecdote, les personnages que vous voyez là, à droite, tout en bas, ce sont Adam et Ève. Alors, vous voyez qu'ils ne vivent pas dans des super conditions. Ils sont dans une espèce de grotte. Ce qui n'est pas visible, et je suis désolée, je n'ai pas réussi à trouver un gros plan, c'est qu'en fait, juste derrière, juste à côté de la tête d'Adam, il y a un petit visage masculin. Et on pense qu'il s'agit de Noé, forcément, puisque lui est prévenu qu'il va y avoir le déluge. Alors, l'humanité avant le déluge, c'est une humanité qui se comporte mal. Et l'idée générale, c'est quand même celle que c'est un fouillis. Il y a trop de choses, ça ne va pas, ça part dans tous les sens. Mais globalement, ce qui en ressort, c'est que, en gros, on mange des fruits géants. Regardez la taille de la fraise ici, une mûre ici. Mais même si l'acte sexuel n'est jamais représenté explicitement, quoique, en fait, c'est ça, hein, le principe véridique de cette scène. C'est qu'en gros, c'est l'orgie en permanence, c'est n'importe quoi, d'où la nécessité du déluge. Voici un gros plan. La qualité n'est pas extraordinaire, mais regardez bien. On voit bien que les corps sont enchevêtrés, même s'il n'y a pas d'acte sexuel clairement représenté, quoique celui-ci, là, est quand même un peu particulier. Regardez dans la bulle ici, on voit qu'il y a des attouchements. Voilà. Le second plan est représenté par une ronde d'hommes qui chevauchent des animaux aux têtes étranges. Regardez ici, on dirait un griffon. On a ici un cheval qui a de drôles de bois qui ressemble vraiment à du bois, à des branches d'arbres. Et ce cercle
d'hommes nus entourent le bassin dans lequel des femmes de différentes couleurs, vous le voyez, se baignent. Enfin, le dernier panneau, c'est l'enfer, qui lui n'est plus étagé par rapport à la profondeur et à l'éloignement. Il est étagé en fonction des punitions et par des niveaux de luminosité. Donc ici, on a tout un ensemble de démons qui torturent ceux qui ont mal agi. Au centre, ce sont des instruments de musique qui torturent avec cet homme arbre, qui est en fait le seul lien fixe qui nous permet de comprendre la composition chaotique, parce que sinon on n'arrive pas à s'y arrêter, parce qu'il vous regarde, voyez. Et à l'arrière-plan, tout est perdu dans le noir. On ne voit plus rien, on voit juste un espèce d'amas. Alors évidemment, là pour le coup, il y a une connotation clairement sexuelle avec ces deux oreilles d'où sortent une lame de couteau qui ressemble vraisemblablement à des testicules et à un pénis. Cependant, voici quelques détails. Alors là, vous retrouvez le personnage avec, vous le voyez ici, la musique qui est vraiment, tous les instruments de musique en fait servent à torturer. Ici, on voit le haut d'une vielle dont le personnage, en fait, on l'utilise pour torturer le personnage qui a mal agi. Ici, c'est la cornemuse qui va torturer la dame qui est là. Ce que l'on voit ensuite, ce sont donc ces êtres monstrueux qui sont souvent des êtres hybrides, mi-hommes, mi-animaux, souvent avec une tête d'animal, et puis alors qui torturent tout le monde. Vous voyez, alors le pauvre homme là, il est percé de toutes flèches. Et puis vous en avez un autre ici qui est en train d'engloutir un corps humain alors qu'il défèque d'autres humains juste en dessous, pendant que d'autres vomissent. Enfin, vraiment, il y a toute cette haine, tout ce déchaînement qui est fait. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait aussi d'une forme humoristique. Si on veut y voir une interprétation religieuse, ça veut dire comportez-vous bien, sinon c'est ça qui vous arrivera. C'est une possibilité, mais les commanditaires potentiels n'étaient pas religieux, c'était des laïcs. Et donc, il faut aussi voir une forme d'humour dans le message de Jérôme Bosch, une manière de dire, bon, bah, profitez, parce que de toute façon, à la fin, ça ne sera pas super. Donc, profitez des bonheurs terrestres. Il y a aussi un petit peu de ça là-dedans. Ce n'est pas forcément une mise en garde eschatologique ou sur le comportement que tout être humain doit avoir. Enfin, je voulais vous montrer une autre œuvre de Jérôme Bosch. Il y en a plusieurs dans le musée, ils en possèdent 15. Et je voulais vous montrer la lithotomie ici, qui est beaucoup plus petite. C'est vraiment un petit panneau. C'est du bois, c'est de l'huile sur bois. Mais vous voyez un personnage que l'on a trépané pour sortir une petite pierre, qui est en fait un bulbe de tulipe, qui correspond évidemment à la Hollande, en fait, au lieu où vit Jérôme Bosch. Et vous voyez que le médecin est peut-être aussi fou que le patient, puisqu'il porte un entonnoir. En fait, il se moque de cela parce que en Flandre, on parle de la pierre de folie. Et il y avait des charlatans depuis l'Antiquité qui proposaient de trépaner et d'extraire la pierre de folie du crâne. Et donc, en fait, il met en garde en disant que le plus fou des deux n'est peut-être pas celui que l'on croit, mais en tout cas, celui qui accepte de s'y plier est bien trop crédule. Donc, il y a cette forme très, très humoristique là-dedans. Passons à Dürer et à l'Allemagne avec l'un des 3 autoportraits de Dürer. Celui-ci est l'autoportrait au gant que vous voyez ici. Alors, il se met dans une posture qui est quand même assez valorisante pour lui. Il se montre quasiment en gentilhomme, enfin clairement en gentilhomme, avec sa signature très reconnaissable ici. Et vous voyez que l'on retrouve les dispositifs dont je vous parlais dans d'autres présentations, avec le personnage en intérieur, devant une fenêtre qui est ouverte sur l'extérieur. Vous remarquerez la très grande qualité du paysage. Certains interprètes, certaines analyses précisent que Dürer se mettrait en scène entre son passé et son futur. Donc en fait, c'est son ambition et son rêve de devenir un grand artiste qui est représenté ici alors qu'il est quand même encore assez jeune à ce moment-là. Un deuxième Dürer pour la route avec Adam et Ève. Il n'y a pas trop de choses à en raconter. Alors ce sont 2 panneaux, mais ce sont bien des pendants, ils ont la même dimension. La signature de Dürer est présente ici sur le petit cartel du panneau d'Ève, ainsi que
au pied, alors là c'est là, ici, au pied d'Adam, où l'on voit le A et D du graveur Dürer. Vous remarquerez que les canons esthétiques ici sont tout à fait, correspondent tout à fait à l'idéal du corps humain de la Renaissance, en tous les cas à celui de Dürer, et vous remarquerez qu'on a les feuilles qui fort opportunément cachent les sexes de l'un et de l'autre, évidemment, tandis qu'Ève est en train de prendre le fruit de la connaissance et de commettre le péché originel. Pour finir, très rapidement, Hans Baldung Grien, simplement parce que c'est un artiste qui est un peu trop méconnu à mon goût, germanique aussi, qui représente ici les 3 âges de la vie et la mort. Donc les 3 âges de la vie avec cet enfant, cette jeune femme et la femme plus âgée. Vous voyez qu'il essaye de représenter la gravité et la vieillesse, la flétrissure des chairs, complètement accomplie avec cette mort qui prend, vous le voyez, le bras de la vieille femme. Ceci dit, ils sont tous liés plastiquement les uns aux autres, ce qui rappelle que nous devrons tous mourir. Par ailleurs, la jeune femme est l'identique de la mort ou inversement, simplement il l'a décharnée, il a enlevé les seins, etc. et sa beauté. En pendant quasiment les 3 grâces, je ne m'appesantis pas là-dessus, c'est juste pour vous montrer les liens plastiques et les esthétiques du corps, et puis parce que j'aime beaucoup Baldung Grien. Et pour finir, mon chouchou, le Titien, un petit peu plus joyeux que ce que nous venons de voir, avec la Bacchanale des Andriens, qui est un grand tableau, qui est en fait une commande pour le cabinet d'Albâtre, d'un duc, son nom m'échappe, excusez-moi, à Venise. C'est clairement une scène joyeuse qui correspond à la transformation de la rivière en vin par Bacchus dans l'île d'Andros, et donc tout le monde est joyeux, vous le voyez. Et je vous précise qu'il s'agit quand même ici, avec ce corps nu offert au premier plan, du nu le plus érotique et le plus osé de la Renaissance vénitienne, là clairement. Par ailleurs, elle prend modèle en fait sur une Ariane endormie, qui est une sculpture antique que connaissait Titien et d'autres artistes. Chez Titien, c'est jamais tout beau. Il peut toujours y avoir une prescience de quelque chose de pas bon. Et vous voyez ce vieil homme ici qui est totalement défait par les effets de l'alcool. Il est trop. Il a trop bu et donc il y a quand même une petite mise en garde de la part de Titien. Et je finis avec Danaé qui reçoit la pluie d'or, qui est une œuvre magistrale de Titien où l'on voit bien sa facture. Regardez les rendus du tissu ici. On voit les touches de blanc qui rendent le volume et les arêtes du tissu. Où on voit la touche très rapide et très vaporeuse des Vénitiens qui s'oppose vraiment à la touche des Florentins. On a moins de dessins, on a plus de couleurs. C'est vraiment cela. L'histoire, c'est celle de cette princesse grecque qui avait été enfermée dans sa chambre par son père parce qu'il avait été averti qu'elle enfanterait hors mariage d'un enfant qui est en fait percé. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Zeus resterait amoureux d'elle et entrerait dans la tour sous la forme d'une pluie d'or. Et vous voyez que Danaé écarte bien ses jambes et met même sa main entre ses cuisses pour bien faire entrer la pluie d'or. De la même manière, on montre la cupidité de la servante qui devait normalement empêcher, vous voyez, elle tient les clés, elle devait empêcher la sortie et la fécondation de Danaé. En fin de compte, elle est achetée par Zeus sous forme de cet or qu'elle peut mettre dans son giron. Voilà pour ceci. Encore une fois, j'ai été un peu plus long que prévu, pardon, mais pour la suite des propositions, il y aura demain un tea time avec Léonard de Vinci. Donc, comme je vous le disais, je pars évidemment de l'exposition qui a eu lieu au Louvre, mais j'ajoute des éléments qui n'y étaient pas. Et puis, pour la prochaine visite confinée, donc de 30 minutes ou plus, ce sera Rodin, mardi 5 mai à 11h, donc à l'heure habituelle. Voilà.